présentation. Ça me fait vraiment très plaisir, comme tu le dis, de pouvoir présenter au CEN, mais dans les rangs des chercheurs réguliers. Donc, je pense que mon premier colloque remonte à mon bac, quand j'étais stagiaire dans le laboratoire de Marc Amiot à l'Université de Montréal. Fait que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir être là aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de vous présenter ma recherche, celle de mes étudiants à l'UQAC. Donc, je vais vous partager rapidement mon écran. Et vous voyez bien? Parfait. Donc, je pense qu'en parlant au public du Centre d'études nordiques, je vous annonce absolument rien en vous disant que le Nord se réchauffe très rapidement. Une des conséquences qui est peut-être les mieux connues ou les plus accessibles pour le grand public, c'est les conséquences du réchauffement sur le couvert de glace sur l'océan Arctique. Donc, on assiste à une diminution tant dans l'étendue que dans l'épaisseur de la glace en été dans le Nord. Cela étant dit, la banquise, c'est très important, mais ce n'est pas la seule glace, en fait, qui est affectée par ce réchauffement. Donc, on a évidemment les glaciers dont on mesure le retrait progressif annuel à chaque année, mais il y a d'autres habitats gelés aussi qui sont affectés par le réchauffement. Donc, on peut penser, par exemple, au pergélisol, mais aussi à la glace à la surface des lacs, la neige, qui vont aussi diminuer en étendue et en durée avec le réchauffement. Et puis, tous ces habitats gelés-là, ensemble, vont former ce qu'on appelle la cryosphère. Donc, la cryosphère, ça a évidemment la dégradation de la cryosphère, pardon, va avoir des conséquences très importantes à l'échelle du globe. La glace qu'on perd dans le Nord, en fait, va avoir des conséquences sur la rétroaction climatique. On peut aussi penser aux contributions du pergélisol aux gaz à effet de serre. Mais c'est aussi très important de penser aux conséquences plus locales, en fait, de la perte de cette glace, parce qu'elle va avoir des conséquences très importantes pour les paysages du Nord, mais aussi pour les gens qui habitent ce territoire. Donc, l'autrice Inuk Chilawat-Cloutier, que José a mentionné ce matin dans la pionnière, l'a exprimé ici ainsi en disant que la permanence de la glace fait partie du paysage des gens du Nord, donnant leur identité, leurs autoroutes, leur terrain d'entraînement, leur force vitale. Donc, on voit cette citation, en fait, que c'est très, très important de réfléchir aux conséquences locales de la perte de la glace, parce que ça ne va pas juste avoir des répercussions à l'échelle globale. Donc, parmi les conséquences plus locales de la dégradation de la cryosphère arctique, on peut penser par exemple au changement dans l'accessibilité à la nourriture traditionnelle, donc en compromettant ces fameuses autoroutes. On peut aussi penser aux défis d'ingénierie majeurs qui sont engendrés par le dégel du pergélisol dans les communautés. Et puis moi, mon groupe se penche sur une autre facette locale des changements climatiques qui va être comment est-ce que la dégradation de cette glace affecte l'écologie microbienne des microbiomes, des communautés de micro-organismes du Nord. Donc, quand on pense aux communautés microbiennes, en fait, en Arctique, c'est assez intuitif. Là, on se doute que c'est des communautés qui sont bien, bien actives. Quand on regarde des paysages comme ici, l'île Bilot, où on voit des belles mares de fonte riches en matière organique, qu'on sait tenir un rôle très important dans le cycle du carbone qui est relâché par le pergélisol. Si on regarde le glacier qui se trouve au fond de la photo que vous voyez à l'écran, c'est certainement un environnement qui est moins productif qu'une mare de thermocaste, mais qui va avoir une vie microbienne qui est tout aussi intéressante, puis qui va en fait regorger de micro-organismes qui sont non seulement actifs, mais qui transforment leur environnement. Donc, on le voit ici dans un schéma en coupe d'un glacier de Svalbard, où les pigments des producteurs primaires, donc ici une algue verte Chlamydia monadales, transforment la couleur de la neige ici, comme on le voit dans le panneau C, puis participent activement au transport du carbone dans le glacier. Donc, on voit qu'il y a vraiment des changements qui sont opérés par la vie microbienne dans la cryosphère. Puis pour pouvoir vivre dans cet habitat qui est plutôt aride, ces micro-organismes se sont dotés de fonctions adaptatives qui sont assez impressionnantes. Là, on peut penser à l'adaptation au froid, aux UV, aux conditions ioniques, des métabolismes ou des modes d'infection qui sont peu communs. Donc, ces micro-organismes sont présents dans la glace, ils transforment leur habitat, ils sont capables de s'y établir grâce aux fonctions adaptatives qu'ils possèdent, qui sont ces organismes, ma foi, fort impressionnants. On va avoir à peu près de tout. On va retrouver parmi le microbiome de la cryosphère des bactéries, des archées, des protistes, virus. Puis ces micro-organismes vont surtout être très, très, très abondants. Donc, si je vous présente un tableau qui présente un estimé très approximatif là, du nombre de cellules qu'on retrouve dans la cryosphère à l'échelle du globe, puis on voit les différents compartiments de la cryosphère. Ce qu'on constate, c'est que les 33 millions de kilomètres cubes de glace sur la planète
contiennent un nombre absolument astronomique de micro-organismes. Donc, ce à quoi on fait face en ce moment, c'est une quantité vraiment impressionnante de micro-organismes qui vivent dans la cryosphère, qui sont adaptés à la glace, qui transforment leur habitat, et qui maintenant, avec la fonte réchauffement, sont à risque d'être libérés de leurs habitats cryosphériques pour aller vers l'aval. Et puis, c'est important de penser au sort de ces micro-organismes de la cryosphère une fois qu'ils quittent leur habitat, mais il faut aussi réfléchir aux conséquences qu'ils pourraient avoir sur les habitats qui reçoivent ces micro-organismes. Donc, c'est important pour plusieurs raisons, mais d'abord, on a déjà parlé un petit peu aujourd'hui dans les autres présentations, mais les réseaux trophiques dans le Nord sont plutôt courts, et puis les micro-organismes sont très importants, en fait, dans la base des réseaux trophiques, particulièrement dans les milieux aquatiques. Donc, les microbes qui arrivent de la cryosphère avec les eaux de fonte pourraient potentiellement perturber le fonctionnement des systèmes qu'ils reçoivent. Donc, ça pourrait aller jusqu'à affecter la qualité des ressources qui en sont tirées. Donc, on peut penser, par exemple, aux ressources pêchées ou à l'eau potable. C'est important aussi parce que les micro-organismes ont la particularité de s'adapter excessivement rapidement aux changements dans leur environnement. Donc, sachant qu'ils pourraient disperser dans le paysage par la dégradation de la cryosphère, on peut se poser la question à savoir si on pourrait les utiliser comme un outil de suivi de la fonte dans les paysages arctiques ou comme des sentinelles du changement. Et puis, une dernière raison pour laquelle c'est très important de penser à ces microbes de la cryosphère et à leurs conséquences dans le paysage, c'est qu'il y a une urgence à agir. Comme beaucoup de chercheurs du Centre d'études nordiques dont l'objet d'étude est menacé par le réchauffement, les communautés microbiennes de la cryosphère occupent un habitat qui rétrécit de plus en plus. Donc, un exemple très probant de l'urgence de mieux comprendre cette diversité, c'est l'effondrement d'une partie de la plateforme de glace de Milne à l'été 2020. Donc, ça a été documenté entre autres par Derek Mueller et Warwick Vincent. Milne, qui est l'une des dernières grandes plateformes de glace de l'hémisphère nord, a perdu à peu près 40 de sa superficie en 2 jours. Donc, c'est un exemple qui est très, très dramatique, mais qui démontre bien, à mon avis, la vulnérabilité des organismes qui vivent dans la glace face à ce réchauffement et au changement climatique. Donc, la cryosphère de l'Arctique est soumise à des pressions climatiques qui sont très importantes. Et puis, on en est maintenant à penser que la côte du Haut-Arctique canadien puis le nord du Groenland vont former ce qu'on appelle maintenant la Last Ice Area. Donc, une région qu'on appelle comme ça parce qu'elle sera, on pense qu'elle va être la dernière zone de l'océan Arctique à avoir de la glace de mer arctique estivale. Donc, c'est une zone à haut intérêt de conservation de la biodiversité. Puis en 2019, la Kikitani Inuit Association et puis le gouvernement fédéral ils ont créé la zone de protection marine Tuvaluituk, qui veut dire Lasting Ice on Inuktitut. Donc, on s'attend à ce que cette région forme le dernier refuge, en fait, pour les espèces dépendantes de la glace. Donc, c'est une région qui est d'un très, très grand intérêt. Donc, dans le contexte de ces paysages qui sont soumis à des changements importants, mon laboratoire et mon groupe de recherche s'intéressent à mieux comprendre qui sont ces micro-organismes qui font partie du patrimoine du paysage arctique, comment est-ce qu'ils se dispersent par la forme de la cryosphère et puis éventuellement, comment est-ce qu'ils peuvent affecter les services qui sont rendus aux populations du Nord. Donc, dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques projets qui sont plus situés dans les 2 premiers axes. Donc, qui sont ces micro-organismes et comment est-ce qu'ils se déplacent dans le paysage? Donc, les travaux dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrivent dans des grands projets collaboratifs, évidemment, avec plusieurs collaborateurs, notamment Alex Collet et Warwick Vincent de l'Université Laval, Philippe Poussy et Kalouk du Hunters and Trappers Association de Resolute et Mila Raussio de l'UQAC. Donc, les travaux desquels je vais vous parler aujourd'hui se situent principalement dans le parc national de Ktirnipak, donc une région qui est soumise à de très grands changements dus au réchauffement, comme par exemple l'effondrement de la plateforme Milne qui se trouve à peu près une centaine de kilomètres de nos sites. Donc, les 2 endroits dont je vais vous parler le plus aujourd'hui, c'est le lac Ward Hunt, sur l'île Ward Hunt, et le lac Thors, qui se trouve sur l'île d'Ellesmere. Donc, le lac Ward Hunt est très bien connu au CERN grâce aux nombreux travaux des membres du Centre d'études nordiques qui ont eu lieu sur l'île Ward Hunt. Le lac Thors est un petit peu moins connu, mais je vais vous le présenter aujourd'hui. Un point qui est commun entre ces deux lacs, c'est d'abord qu'ils sont très oligotrophes. Donc, on trouve très peu de matière organique dans leur colonne d'eau. Ils sont, c'est étendu, très différents, notamment par leur taille. Donc, Ward Hunt est un lac plutôt petit, profondeur maximale d'une dizaine de mètres,
tandis que Thors fait plusieurs kilomètres en longueur et puis il fait au moins 70 mètres de profond. Donc, on n'a pas encore une idée vraiment de sa vraie bathymétrie. Les lacs sont aussi distinguables par leur stratification verticale. Donc, Ward Hunt, c'est un lac qui est stratifié, qui est généralement protégé du brassage par sa glace en surface. Le lac Thors, de son côté, il est non stratifié, complètement brassé jusqu'au fond, du moins jusqu'au bout de ce qu'on a pu mesurer avec nos sondes. Et puis, un dernier point qui contraste bien ces deux lacs, c'est dans leur bassin versant puis à la manière dont ils sont connectés avec la cryosphère. Donc, Ward Hunt et le lac Ward Hunt ont perdu pas mal de couverts cryosphériques. Donc, on sait que le lac, par exemple, a vécu plusieurs événements sans glace à la surface du lac dans la dernière décennie, mais il demeure quand même connecté à la cryosphère dans son bassin versant. Donc, on peut penser, par exemple, aux plaques de neige qu'on voit ici sur l'image ou à l'écoulement sous la surface dans les water tracks. Et il est aussi situé très proche de l'océan Arctique, qu'on voit juste ici dans le haut de la photo. Donc, on s'attend à ce qu'il soit bien impacté par l'environnement marin. Le lac Thors, en revanche, lui, est cryostable. Donc, il est directement alimenté par un glacier qu'on voit ici au fond de la photo, en plus de la neige sur son bassin versant qui est assez escarpé, puis un exutoire de quelques dizaines de kilomètres qui le jette ensuite dans l'océan Arctique. Donc, la raison pour laquelle on s'intéresse au lac, je pense que Paola en a parlé un peu pendant sa présentation, c'est que les lacs représentent des intégrateurs, en fait, des changements dans leur bassin versant. Donc, pour mon groupe, ils deviennent un point de chute super intéressant pour essayer de comprendre comment est-ce que la cryosphère varie dans les paysages. Donc, en s'intéressant à qu'est-ce qui se passe au point le plus bas du paysage, soit les lacs. Donc, au niveau de la connectivité avec la cryosphère, ce qu'on sait de ces lacs-là jusqu'à présent, bien, d'abord, on sait grâce à des travaux qui ont été faits par Jérôme Comte que dans le lac Ward Hunt, les communautés microbiennes du lac sont très influencées par les apports en neige qui vont venir du bassin versant. Dans le cas du lac Thors, ben, on en sait un petit peu moins sur ce lac. Ce qu'on sait, c'est que les grands lacs arctiques comme Thors ont vu leur apport en eau qui viennent de glaciers augmenter d'à peu près un ordre de grandeur pendant les 2 dernières décennies à cause du réchauffement. Donc, on sait qu'il y a certainement des grands volumes d'eau qui arrivent de la cryosphère. Donc, il y a probablement des grandes quantités de micro-organismes cryosphériques qui arrivent aussi. Donc, on a eu l'opportunité en 2018 et 2019, l'année où Esther et moi, on a eu le plaisir de se croiser sur Ward Hunt, d'échantillonner plusieurs sites à l'échelle du paysage de ces deux régions dans le but de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écologie des micro-organismes de la cryosphère. Donc, notre but, c'était vraiment de comprendre est-ce qu'une connectivité accrue, en fait, entre les micro-organismes de la glace et de l'aval grâce aux eaux de fonte, et si ça varie entre nos deux systèmes. Donc, pour vous donner un aperçu un peu plus spécifique de ce que ça peut avoir l'air, je vais prendre Thors en exemple. Donc, ici, vous voyez un schéma du lac Thors et de son glacier qui l'alimente directement. Donc, les petites pastilles jaunes représentent nos points d'échantillonnage. Donc, vous voyez qu'on récolte des échantillons au niveau du glacier, des eaux qui en coulent, l'interface du glacier avec le lac, la colonne d'eau, la glace du lac. Puis ensuite, on est allé un petit peu plus loin que le lac. Donc, on a réalisé un transect le long de la rivière Thors, ici, qui relie le lac jusqu'à l'océan Arctique. Et on a aussi récolté des échantillons dans le fjord d'Israëli, qui est l'endroit où la rivière Thors aboutit. Donc, avec tous ces échantillons, on avait une distribution à peu près équivalente à Ward Hunt, on espère avoir une résolution géographique qui est suffisante pour voir qu'est-ce qui se passe du côté de la dispersion des micro-organismes. Donc, l'échantillonnage, il se décline en plusieurs types selon le cycle de collecte. On va évidemment récolter des carottes de glace, on récolte de la neige, on s'intéresse beaucoup à l'eau, donc l'eau de fonte qui coule depuis la cryosphère, mais aussi les lacs, l'eau des rivières, dans les exutoires. On s'intéresse aussi beaucoup dans mon équipe aux aérosols, donc les micro-organismes qui peuvent se déplacer dans l'air, qui forment un autre compartiment, si on veut, de la connectivité au niveau du paysage. Et puis, notre but, à partir de toutes ces différentes matrices d'échantillons-là, c'est d'isoler les micro-organismes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils se dispersent. Donc, à partir de nos échantillons, très brièvement, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le matériel génétique, donc l'ADN, puis avec des technologies de séquençage à haut débit, des approches bioinformatiques, on essaie d'avoir une idée de la composition de nos communautés microbiennes. Et selon la méthode de biologie moléculaire qu'on utilise, on va pouvoir aussi identifier les fonctions, les éléments génétiques mobiles, tout ça dans le but de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe à l'échelle du paysage.
Donc, je vais passer très rapidement sur les résultats, mais je vous en présente quelques-uns pour vous illustrer les types de transitions de diversité qu'on est capable d'identifier le long de nos continuums de fonte. Donc, ici, dans ce schéma, je vais vous présenter les abondances relatives des grands groupes taxonomiques de bactéries qu'on a répertoriés dans nos deux régions d'études. Et puis, les échantillons sont organisés sur l'axe des X en fonction du sens de l'écoulement des eaux. Donc, à Thors, on part du glacier vers l'océan Arctique et à Warden, on part du bassin versant, on passe par le lac et l'exutoire vers l'océan. Donc, rapidement, ce que ça peut avoir l'air dans Thors, au niveau du glacier, qui est vraiment en tête, en fait, en amont de ce continuum, on a pu découvrir des communautés microbiennes assez particulières, vraiment riches en cyanobactéries. Donc, ça suggère qu'il y a beaucoup de productivité primaire bactérienne qui a lieu dans ce milieu qui est somme toute aride. Beaucoup de bactéries extrémophiles qui habitent la glace. Mais ensuite, quand on arrive dans la colonne d'eau du lac Thors, on a vu des cyanobactéries planctoniques complètement différentes. Puis en descendant vers l'océan Atlantique, on a pu voir un signal grandissant des micro-organismes terrestres, en fait, qui se joignaient à l'exutoire. À Ward Hunt, on a un signal qui est pas mal plus clair de la neige du milieu terrestre dans le lac. Puis le lac Ward Hunt étant stratifié, bien, on a évidemment des communautés microbiennes différentes selon la profondeur de la colonne d'eau. Et puis, encore une fois, on a observé une augmentation du signal terrestre en descendant le continuum vers l'océan Arctique. Donc, on a pu voir des changements le long de nos continuums de fonte en termes des grands groupes taxonomiques représentés, mais on a aussi vu cette transition au niveau du métabolisme, donc notamment pour les producteurs primaires bactériens. Donc, quand on regarde les bactéries, par exemple, le long de notre continuum de fonte, on s'est penché d'un peu plus près sur la photosynthèse, puis on s'est aperçu qu'au niveau du glacier Thors, c'est la photosynthèse oxygénique qui domine, donc la photosynthèse qui produit de l'oxygène, de l'O2, tandis que dans le lac Thors, on a un shift total métabolique, on a vraiment davantage de photohétérotrophie bactérienne, donc des bactéries qui sont capables d'utiliser la lumière pour complémenter un métabolisme qui est chémotrophe. C'est un type de métabolisme qu'on voit souvent dans des lacs arctiques qui sont très pauvres en nutriments, mais qui ont une colonne d'eau qui est très, très bien irradiée. Donc, on voit une transition qui est non seulement taxonomique, mais qui peut être fonctionnelle aussi le long de notre paysage. Si on prend un petit pas de recul, puis on compare en fait la diversité de nos deux régions en termes de diversité bêta, donc la composition générale de nos échantillons. Ici, les cercles représentent les échantillons de Thors, les triangles Sud-Ward Hunt. Bien, on voit qu'il n'y a pas de grande distinction en fait, géographique qui sépare les communautés de nos deux régions. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est quand on colore nos échantillons selon la nature de l'habitat. Puis ici, on voit que les échantillons qui sont en bleu clair, qui représentent la cryosphère, se regroupent en fait, même s'ils viennent de régions distinctes. Donc, ils viennent de Thors ou de Ward Hunt. La glace se ressemble. La seule exception, si on veut, ou le outlier, serait le point qu'on voit ici, qui est coloré sur 2 tons, qui est très intéressant parce que lui, il représente en fait la glace du lac Thors, mais échantillonnée à l'interface avec la colonne d'eau. Donc, ça expliquerait en fait pourquoi il tire un petit peu du côté des eaux libres du lac Thors. Donc, ce que cette image-là, ce que moi j'en dégage en tout cas, c'est que les conditions extrêmes de la glace sont vraiment déterminantes dans la structure, l'assemblage des communautés microbiennes qu'on y retrouve. Et puis pour moi, ce que ça indique, c'est que le fait que les habitats gelés soient menacés, ça devient un enjeu d'autant plus important parce qu'on a donc un habitat qui abrite une diversité unique qui est maintenant à risque de disparaître ou d'être dégradée. Parmi les échantillons de la cryosphère qu'on a échantillonnés, il y a un groupe de bactéries qui m'intéresse particulièrement, moi et les membres de mon équipe. Et puis, c'est le genre Polaromonas. Donc, les Polaromonas, que vous envoyez une image à l'écran, c'est des bactéries gram-négatives qui sont super bien adaptées au froid. Donc, elles ont une belle capsule, beaucoup d'acides gras, puis on va les retrouver dans des environnements cryosphériques un peu partout, là, du haut Arctique jusque dans la neige en hiver dans le sud du Québec. Donc ici, je vous présente l'abondance de ce taxon qui est psychrophile, donc très bien adapté au froid. Puis on voit qu'il est effectivement plus abondant dans les échantillons de la cryosphère, donc qui sont identifiés par une petite pastille bleu pâle. Mais je veux attirer votre attention en fait sur les premiers échantillons de ce continuum qui, je vous le rappelle, représente le glacier Thors. Mais ici, je vais mettre un accent sur sa connexion en fait avec le lac.
Donc, pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire, ici, je vous présente une vidéo du glacier Thors que vous voyez sur la droite. On voit qu'il se jette directement dans le lac Thors. Puis ici, cette vidéo il illustre vraiment bien, je trouve, la région qu'on a appelée l'interface, en fait, entre le lac et, pardon, je reviens en arrière, j'ai coupé mon petit vidéo. La région qui représente le point de connexion entre le glacier et notre lac. Donc, l'interface que vous voyez ici, une zone très, très dynamique. On voit le glacier en fait changer d'année en année avec notre échantillonnage, des énormes pans de glace qui se détachent puis qui tombent dans l'interface. Donc, c'est une région qui est très dynamique à haute connectivité. Puis à partir de ça, on a identifié des zones distinctes, soit le glacier, le lac, l'interface, donc cette zone de connexion dynamique, et la glace en surface du lac. Ce qu'on a voulu faire, en fait, avec ces 4 compartiments dans ce petit continuum, c'est de comparer les différentes souches ou les différents types de Polyromonas, donc ce psychrophile, entre les compartiments, pour avoir une idée de qu'est-ce qui arrive en fait aux Polyromonas qui sont relâchés par le glacier dans ce continuum hautement connecté. Donc, ici, vous voyez le nombre de souches de Polyromonas qui sont partagées par nos différents compartiments ici. Rapidement, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est le fait qu'on a retrouvé une majorité des Polyromonas en fait qui étaient partagés entre les 4 habitats de notre continuum, donc présents dans la glace de lac, le glacier, le lac et l'interface. On a aussi identifié une sous-population de Polyromonas qui sont présents uniquement dans l'eau du lac, donc dans la colonne d'eau. Ces Polyromonas sont intéressants parce qu'ils pourraient potentiellement être venus du glacier, par exemple, et s'être adaptés à un nouvel écotype pour être capable de s'établir dans cette nouvelle niche. On a aussi identifié un sous-groupe de Polyromonas qui sont communs à la glace, tout simplement. Donc, il y a des taxons qui sont présents dans le glacier et dans la glace de lac. Et fait intéressant, on n'a retrouvé aucune Polyromonas spécialisée dans la zone de l'interface. Ça, c'est unique. En fait, c'est un des seuls échantillons où on n'a pas trouvé de Polyromonas unique ou spécialiste. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'interface, c'est vraiment une zone de transition, en fait, entre le glacier et le lac pour les micro-organismes qui y transitent. Donc, on pourrait poser l'hypothèse qu'en se dégradant, le glacier peut libérer des micro-organismes, incluant des Polyromonas, vers le lac. Certaines parviennent à s'y établir en des nouveaux écotypes, d'autres vont prendre refuge dans la glace de lac, mais absolument rien qui est capable de survivre dans cette zone très, très dynamique. Donc, en plus de tout ce qu'on sait sur la fonte des glaciers, là, que ça relâche de l'eau, des nutriments, mais là, on voit qu'il y a probablement une relâche de micro-organismes et leur sort, en fait, pourrait dépendre de leur capacité à s'adapter à leur nouvelle niche écologique, donc à s'adapter à la colonne d'eau ou à prendre refuge dans la glace. Donc, tout ça nous amène à la question de qu'est-ce que cette relâche peut vouloir dire, bon, oui, pour le glacier, mais aussi à l'échelle du paysage, parce que ces lacs-là ne sont pas dans un vacuum, ils sont hautement connectés au reste du système. Et puis, ça nous intéresse beaucoup parce que le glacier de Thors est situé dans le nord de l'île d'Ellesmere, qui est l'une des régions aux plus hauts taux de glaciation dans le monde, puis qui a perdu à peu près 5 de l'aire de ces glaciers depuis 1999, en comparaison ici à 2016. Donc, visiblement, il y a beaucoup d'habitats cryosphériques qui sont riches en micro-organismes qui fondent dans la région. Donc, ça peut représenter une relâche de potentiellement pas mal d'organismes. Par contre, de manière très intéressante, Thors semble un peu être unique dans la région. Donc, on a des collaborateurs à l'Université d'Ottawa, Will Kotitsky, qui fait son doctorat avec Luke Copland, des experts en glaciologie, qui ont généré des résultats qui démontrent que, contrairement à beaucoup d'autres glaciers dans la région, Thors, en fait, il n'a pas tellement bougé depuis 1959. Ce serait un des glaciers les plus stables du nord de l'Ellesmere. Donc, si Thors est stable, il pourrait être utilisé comme un modèle d'un glacier qui n'a pas encore atteint son seuil de transition. Donc, on pourrait suivre vraiment les changements directs à Thors pour s'en servir comme modèle. Donc, pour notre prochaine campagne d'échantillonnage, notre objectif, c'est de cibler un autre site dans le nord de l'île de l'Ellesmere qui, lui, est complètement différent, donc impacté par un glacier qui est hautement dégradé. Puis, on a identifié le lac Markham. Les données satellites nous suggèrent que Markham est très, très dégradé et beaucoup plus sévèrement affecté par le réchauffement que Thors. Son lac est donc un intégrateur d'un glacier qui est très dégradé. Et puis, on va utiliser ces deux sites, en fait, pour contraster l'écologie microbienne de deux glaciers à taux de changement différents. Donc, c'est le projet de recherche de Penelope Blackburn-Desbiens dans mon laboratoire qui va utiliser des approches de séquençage, mais aussi biogéochimiques pour suivre le signal des micro-organismes et de ce qui sort des glaciers jusque dans les eaux en aval.
Donc, on est évidemment bien intéressé par les glaciers dans mon labo, mais une autre question qui nous intéresse beaucoup, puis dont je vais vous parler très, très rapidement en conclusion, c'est ce qui se passe dans la glace à la surface de ces lacs intégrateurs du paysage. Donc, on sait que la glace de lac, ce n'est pas juste un couvercle, en fait, sur les lacs, c'est aussi critique dans le stockage du carbone, comme les travaux de ma collègue de l'UQAC, Mila Raussio, l'ont démontré. Et puis, on sait que les lacs arctiques voient leur couvert précarisé par le réchauffement. Donc, les travaux des membres du CERN au lac Warden, par exemple, nous montrent que le lac a perdu son couvert plusieurs fois dans les dernières décennies pour les premières fois documentées dans son histoire. Donc, cette protection des lacs du milieu extérieur par la glace s'amenuise avec le réchauffement. Non seulement ça, cette glace qui disparaît, bien, ça représente aussi un habitat microbien qui est en train de disparaître. Donc, on a des micro-organismes stratifiés dans la glace de lac, certains qui sont actifs et qui pourraient donc être appelés à disparaître en compagnie de toutes leurs fonctions qui leur permettent d'être adaptés à cet habitat très dynamique. Donc, dans ce contexte-là, on développe quelques projets de recherche pour comprendre le potentiel fonctionnel des micro-organismes dans la glace de lac, en collaboration avec Mila à l'UQAC et avec Debbie Ikalouk, aussi du HTO de Resolute B, qui est co-chercheur sur plusieurs de nos projets dans cette thématique. Puis on réfléchit non seulement aux conséquences biologiques, en fait, de la perte de fonction microbienne dans la glace, mais aussi en tant que cette glace en tant qu'autoroute puis ressource pour les communautés du Nord. Donc, on travaille avec Noémie Gaudreau, une stagiaire dans mon labo, qui essaie de comprendre c'est quoi le rôle des micro-organismes dans la glace, qui travaille actuellement ici dans le sud du Québec, donc en écologie hivernale. Puis il y a Maxime Larose qui fait sa maîtrise, qui fait un travail similaire, mais le long d'un gradient couvert de glace saisonnier à Périne. Donc, on espère pouvoir utiliser ce qui va arriver au lac prédire ce qui va arriver au lac du Haut-Arctique grâce à ce qu'on voit en fait avec les régimes saisonniers dans le sud. Je vous invite à aller visiter la fiche de Maxime pour en discuter un petit peu plus avec lui cet après-midi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Les objectifs globaux de mon groupe, c'est vraiment de comprendre qui est cette diversité microbienne qui est relâchée par la cryosphère, comment est-ce que la fonte peut affecter l'adaptation et la fonction de ces micro-organismes à leur niche. Ça s'inscrit dans des efforts de conservation dans la Last Ice Area, mais on espère aussi pouvoir développer des outils prédictifs pour mieux comprendre qu'est-ce qui arrive à nos systèmes qui sont encore en pré-transition, comme le lac Thors. Donc, je remercie évidemment toutes les équipes de terrain là, qui font un travail énorme pour générer les données que je vous ai présentées aujourd'hui. Merci aux collaborateurs, aux organismes subventionnaires, puis un gros merci au CERN. Un programme de recherche comme ça est possible uniquement grâce à l'accès aux stations du Centre d'études nordiques. Donc, je vous remercie. J'ai parlé un peu longtemps, j'espère avoir le temps pour quelques questions, puis merci pour votre écoute.